c'est ton émission dédiée aux acteurs du milieu du foot. Anecdotes, transferts, business, tu sauras tout. Dans cette émission, on reçoit Monsieur Julien Fournier, ancien secrétaire général de l'Olympique de Marseille, patron du football de l'OGC Nice et surtout un grand expert du football business. C'est un honneur de pouvoir le recevoir ici à Bruxelles. Tout de suite, c'est parti pour le meeting. Et évidemment, n'hésitez pas, comme d'habitude, le petit like, abonnez-vous, vos réactions, ça fait toujours plaisir de les lire, on échange ensemble et on remercie le soutien de cette émission qui est Unibet Experts. Bonjour Julien. Bonjour Sacha. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Je suis super content de te recevoir. C'est gentil. C'est génial que tu puisses, qu'on puisse converser ensemble aujourd'hui. Il y a tellement de choses à dire, tu as un parcours qui est... hyper complet. Je sais jamais par où commencer quand j'ai envie de parler football avec toi. Vieux, c'est pour ça qu'il est complet. Parce que j'ai beaucoup d'années dans le foot. T'as quel âge ? J'ai 51. Ouais, mais 51, ça va. T'as commencé à quel âge dans le football business ? Et là, il va falloir que tu fasses les calculs. Je suis rentré à l'OM en 98. Donc je devais avoir 27 ans. Ah oui, d'accord, t'as commencé tôt. Ouais. Et quelqu'un qui t'a donné ta première chance à 27 ans ? Alors, on m'a pas forcément donné ma première chance. Moi, j'étais un fou furieux de l'OM, jeune. J'étais dans les tribunes, j'étais à Munich, j'ai fait tous les déplacements. Et parallèlement, je faisais mes études classiques de droit. Et là où mes amis voulaient être notaires, avocats, juges pour certains, moi, quand ils me demandaient, un peu naïvement, mais c'est ce que j'avais au plus profond de moi, je leur disais, moi, je veux m'occuper des transferts à l'OM. Et puis tout le monde rigolait, forcément. Et puis j'ai pris la voie de faire du droit du sport. Et puis, il fallait un stage pour valider ce diplôme-là. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, on prenait des CV, on prenait des lettres de motivation et on les envoyait par la poste. Et tous les jours, mais ce n'est pas une expression, c'est à tous les jours que Dieu faisait, je mettais mon CV et ma lettre de motivation et que j'envoyais à l'Olympique de Marseille. Et je l'ai appris après que c'était un running gag pour eux parce qu'ils disaient mais c'est qui ce fou qui tous les jours nous écrit, téléphone. Et puis j'ai eu la chance un jour de croiser quelqu'un qui s'appelle Georges Prost, qui était le directeur du centre de formation, en tout cas ou l'entraîneur de l'équipe réserve, que je connaissais pas du tout. Et par l'intermédiaire d'un ami que j'ai pu rencontrer, puis il m'a dit mais c'est toi l'espèce de fou qui nous écrit, etc., etc. Puis il a dit viens faire un stage pour 15 jours. Et voilà, j'y suis resté 12 ans. Incroyable. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, quand toi, tu avais 27 ans à ce moment-là, le côté fanatitude de l'infotransfert, des transferts d'une manière générale, c'était quelque chose de relativement rare. C'était pas quelque chose de populaire. Ah non, c'était ultra confidentiel. Ouais. Il y avait, chez nous, l'équipe, puis c'est tout, quoi. Mm-hmm. Et non, il n'y avait pas tout ça. Ouais. Puis c'était en général une page dans l'équipe. C'était pas comme maintenant. Ah, non, rien à voir. Non, rien à voir. Ouais. Rien à voir. Mais toi, t'as tout de suite eu cette passion de dire je veux faire des transferts à l'OM. C'est pas je veux être à l'OM. C'était un peu caricatural, mais c'est vrai, je saurais pas l'expliquer, mais c'est ce que j'avais au plus profond de moi. Et voilà, modestement, mais c'est peut-être arrivé même trop tôt, mais j'ai réalisé mon rêve assez rapidement. Et c'est super intéressant de t'avoir parce que comme je te l'ai dit en coulisses, je construis un puzzle cette année, j'essaye de comprendre un petit peu comment fonctionnent les arcanes du milieu du foot et à travers toi, j'essaye de comprendre comment fonctionne l'Olympique de Marseille. Parce que s'il y en a bien un qui a cette expérience de comment ça fonctionne dans ce volcan, c'est quand même pas mal. Parce que là, je ne vais pas dire un travail de démineur, je ne sais pas qui sont les hommes bien courageux qui vont dans les volcans pour essayer de faire en sorte qu'ils ne volent pas en éruption. C'est pas un volcan. De temps en temps, un peu, c'est un volcan. Mais c'est passionnant. On fait ces métiers pour ça. Donc, non, mais c'est un club qui est particulier. Mais je ne vais rien inventer. C'est un club qui est pas facile. Je résume toujours en disant, je pense qu'il faut avoir le sang chaud pour gérer l'OM, il faut avoir la tête froide. Parce que c'est des moments, dans une saison, il y a 3-4 moments charnières qu'il faut pas rater. Mais moi, j'ai une chance incroyable d'avoir justement été formé en tant que dirigeant à l'OM. Parce que peut-être pas le meilleur centre de formation au niveau foot, même si ça devrait l'être. Mais en tout cas, je pense que c'est le meilleur centre de formation au niveau des dirigeants. Parce que quand vous avez piloté,
j'étais pas seul, bien évidemment, mais quand j'ai eu la chance de partager le pilotage de ce club-là, après, on peut voyager. Après, partout où on va, je ne vais pas dire que c'est facile, mais les problématiques sont tellement moins importantes que voilà, c'est une vraie chance d'avoir démarré à l'OM. Non, mais si on veut concrétiser cette idée, ça veut dire qu'au quotidien, il faut s'attendre à recevoir une forme de pression à chaque fois des agents, de la presse, des médias. Toi, tu l'analyses de manière, je le vois, de manière très calme, tu étais assez serein par rapport à ça, mais cette thématique de sang-froid dans un environnement qui n'est fait que de sang chaud n'est pas évidente. Ouais, mais c'est là où l'interne, pas la solidarité, mais l'équipe de travail, ce que j'appelle l'équipe qui est derrière l'équipe de joueurs, cette équipe-là, il faut qu'elle soit forte et soudée. Parce que quand vous êtes dans ces clubs, honnêtement, les agences, moi j'ai de la force pour ça. Les supporters, même si il faut les comprendre, il faut les ressentir, il faut même les aimer. Mais si vous avez peur des supporters ou peur des gens, ne faites pas ce métier-là. La presse, c'est pareil. C'est pas, pour moi, les gens en font parfois des ennemis. Ils font partie de l'écosystème du football. Moi, ce que je trouve difficile, c'est quand en interne, ça ne va pas. C'est quand en interne, on est fragile. C'est quand, parce que ce sont des clubs qui créent des jalousies, vos postes sont enviés. Ça, moi, ma fragilité, alors sans être prétentieux, tout ce qui est de l'extérieur, me fait pas trop peur, ou j'ai de l'énergie pour ça. Si en interne je sens que c'est pas solide, que c'est pas, il y a pas de loyauté, il y a pas de ça, moi c'est ça qui est dur pour moi. Et parfois l'OM, nous on l'a vécu d'ailleurs, mais parfois l'OM c'est ça qui est difficile. Ça veut dire que Jacques-Henri Hérault, dans son fameux PowerPoint où il explique que c'est très compliqué, lorsqu'il est président de l'OM, de diriger des employés qui font la tête basse parce que l'OM a perdu, a raison. Non, il a complètement tort. Mais Jacques-Henri Hérault, il avait était président, mais il n'en avait que le titre. C'est quelqu'un qui, je pense, n'aime pas le foot. C'est quelqu'un qui n'aimait pas l'Olympique de Marseille, qui s'est retrouvé là par le plus grand des hasards. Et je pense avait une démarche totalement business. Mais on ne peut pas tenir des propos comme ça. Moi, au contraire, des gens qui, dans les bureaux, sont animés par la passion de leur club, on ne peut pas leur en faire le reproche. Après, il faut qu'ils soient, ça veut pas dire, il faut surtout pas qu'ils perdent la tête dans l'exercice de leur métier, mais quelqu'un de passionné, et qui plus est à l'OM, si vous n'êtes pas passionné, c'est dur de tenir. Il y a aussi une position qui était la tienne à l'Olympique de Marseille, qui est une position spéciale, parce qu'aujourd'hui, dans les titres qu'on donne aux dirigeants, le terme de secrétaire général revient beaucoup moins. Qu'est-ce que ça englobe fondamentalement et quelles sont les différences avec ce qui peut être aujourd'hui un CIO ou un directeur du football, etc. Non seulement les appellations évoluent, mais d'un pays à l'autre, ça change aussi. Et même en France, parfois, vous avez des directeurs sportifs qui n'ont qu'un périmètre relativement limité, qui va être que le recrutement. Moi, en fait, j'ai eu la chance, à l'époque de l'OM, alors ce titre de secrétaire général, il l'était parce que j'avais en charge notamment toute la dimension transfert sur le plan administratif, juridique et financier. Mais nous, on avait le pilotage à trois, en fait, avec Pape et José Anigo, qui était directeur sportif, mais avec lequel je formais un quasi-binôme là-dessus, avec Pape qui était là au pilotage. Donc, en fait, Pape partageait avec moi les aspects financiers, bien évidemment, José aussi. Donc, on a en fait géré le club à trois. Voilà, après, les titres, moi, j'ai jamais été très, très attaché aux titres. Je pense que ce qui est important, c'est les responsabilités que tu as. Ça, c'est important. Toi, tu t'attachais justement à avoir cette responsabilité dans les négociations avec les joueurs. Oui. C'est toi qui prenais vraiment le relais. C'est-à-dire que José était plutôt dans le côté aller rassembler des opportunités et toi, tu venais les concrétiser. José ne touchait pas à l'aspect économique, pas du tout. Ok. Non, pas du tout. Mais c'est un choix, hein, y compris de sa part. Et puis, mais après, une négociation, elle démarre très tôt. C'est pas juste quand on est en face de l'agent dans un bureau. José avait sa part aussi parce que voilà, je lui disais toujours ne montre pas trop non plus d'empressement à recruter un joueur ou trop de motivation parce qu'après moi je vais arriver derrière et donc il y avait tout un jeu de rôle où on se pilotait les uns les autres, quoi. C'est vrai que j'ai une anecdote, alors ça c'est plutôt lié à ton aventure du côté de Nice.
où j'ai discuté avec, et je l'ai notamment reçu dans cette émission, Manu Pires, et Manu me disait il faut que tout soit carré avant que ça arrive à Julien. Si ça n'arrive pas à Julien, que c'est pas carré, alors le dossier il passera pas. Ouais, ben oui. Oui, c'est vrai. Explique-moi un peu. Non, mais après, je ne sais pas ce que Manu avait Ouais. en tête, mais parce que Manu s'occupait de la formation. Et moi, j'ai toujours un peu exécré de mettre beaucoup d'argent sur les très jeunes joueurs. Quand je dis très jeunes joueurs, 12 ans, 13 ans, la course à l'échalote, payer les parents, etc., j'ai toujours eu du mal. Mais dans tout principe, il y a des exceptions. Et donc, je pense que Manu parle de ça. Et une fois ou deux, il est arrivé avec des dossiers, effectivement, où il fallait faire l'investissement parce que c'était des joueurs programmés pour le haut niveau et où on a fait l'effort. Mais quand c'est comme ça, effectivement, je lui demande à ce que tout soit carré, quoi. Ouais, il faut que ce soit Ouais. bien tassé, parce que sinon, après, c'est sur toi qu'on va taper sur les doigts au niveau financier, quoi. C'est ça un peu Non, mais c'est même pas taper sur les doigts au niveau financier. C'est-à-dire que quand... là, si on reprend cet exemple-là, quand vous allez mettre... et je répète, pour moi, ça doit rester une exception. Mais quand on va mettre de l'argent, par exemple, sur un très jeune joueur, moi, je veux comprendre qu'au-delà de l'argent, c'est quoi le process derrière et quelle va être la place de fait à ce gamin. Parce que si c'est pour se dire, bah, tiens, on a acheté ce joueur et ce joueur et ce joueur, puis on se retrouve parce que c'est 3 attaquants d'axe de la même catégorie d'âge ou à 1 an d'intervalle, mais en fait, ça va bouchonner. Donc, comment je vais pouvoir, puisque j'ai investi de l'argent, Mhm, faire le développement de ce jeune? mhm. Et donc, moi, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de la projection. Après, au fur et à mesure des années, parfois, les choses évoluent. Mais voilà, j'ai besoin de comprendre la vision que les formateurs vont avoir de la projection d'un gamin, pour répondre à cet exemple-là. Ouais. C'est intéressant ce que tu me dis de cette course à l'échalote auquel tu ne veux pas prendre part, parce qu'aujourd'hui, on est clairement dans un football qui le fait. Dans ce travail de trading, il y a aujourd'hui un surinvestissement de certains clubs. Je peux citer Chelsea, parce que Chelsea est un exemple bien clair, sur à chaque fois toute une série de prospects dont on ne sait pas fondamentalement s'ils ont une garantie de réussite ou pas, mais où on fait beaucoup d'investissements tout le temps comme ça, un petit peu à l'aveugle, en se disant, ben voilà, Inch'Allah, ça passe, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ben, moi, j'ai toujours été un peu mal à l'aise avec ça, et je répète, le principe, c'est que je ne souhaite pas le faire. Mais à chaque principe, il y a des exceptions. Et encore une fois, un joueur de très haut niveau, je me souviens par exemple de Samir Nasri à l'époque de l'OM, on l'avait chez nous, mais bon, à 12 ans, 13 ans, ils ne sont pas protégés. Il a fallu qu'on se projette avec lui. On savait qu'on avait un joueur de très haut niveau et qu'on allait lui faire la place. Donc moi, si ça rentre dans une stratégie bien claire du club, tu as cité Chelsea, je pense que Chelsea vont se jeter sur un joueur dès qu'il a de la qualité. Ils ont les moyens, donc ils vont le payer. Mais finalement, le signal qu'on envoie à tous ces joueurs-là, dès le plus jeune âge, c'est beaucoup d'argent, alors qu'ils n'ont encore rien délivré, à part avoir du talent et du potentiel. Et après, on les met dans des conditions où pour eux, c'est quasi impossible d'éclore. Et donc, je ne comprends pas le sens de ça. Par contre, si on me dit, voilà, on a vu, nous, à la formation, on a un manque en 2000, chez les 2010, on n'a pas d'attaquant, il y a un joueur à Marseille ou à Paris qui est un phénomène, etc. Ben oui, il faut qu'on soit capable, mais pas que de l'argent. Ça veut dire comment l'accueillir, comment accueillir la famille. Je me souviens qu'on a fait ça avec Reda Belayan et avec, j'ai oublié son nom, celui qu'on avait pris à Lille, qui est parti en Allemagne, là. Du côté de Nice, lorsque tu étais à Nice. Oui. Mais le principe, Attaquant. le principe s'entend de Ouais. toute façon dans ce que tu expliques. Il y a surtout une chose qui est intéressante. Si le nom te revient, évidemment, n'hésite pas à le dire. Oui, il va me revenir. Ouais. C'est cette valeur de... J'ai l'impression que tu portes de la méritocratie dans le football. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir aujourd'hui un effort financier de la part d'un club qui souhaite effectivement récupérer, il faut que le joueur ait prouvé par A plus B qu'il vaut cet argent-là. Alors que fondamentalement aujourd'hui, la valeur de la méritocratie ne se pose pas sur l'investissement. Alors, que ce soit sur un jeune ou un moins jeune, moi, c'est pour ça que je rencontre toujours beaucoup la famille et le joueur. Mais la méritocratie, pour moi, elle va dans les deux sens. C'est-à-dire que le joueur doit aussi sentir que le club va être le bon club pour lui, pour répondre à ses attentes. Si c'est un joueur de 25 ans qui maintenant est prêt pour être titulaire à tous les matchs, il doit sentir qu'on va lui donner ça. Un joueur de 13 ans qui veut
se construire pour être professionnel, il doit sentir que c'est le bon endroit pour lui. Et donc, je pense que, et moi, c'est presque le même discours que j'ai à chaque fois que je rencontre un joueur, quel que soit l'âge. Je lui demande de prendre des engagements. Je ne parle pas du contrat, je ne parle pas de l'argent, je ne parle pas de tout ça, ça c'est autre chose. Je lui demande de prendre des engagements, ou parfois il les prend lui-même, mais moi j'en prends aussi. Et moi je me suis toujours, j'ai toujours fait très attention à ce que les engagements que j'avais pris, je les tienne. Après je peux me tromper, je peux oublier, et quand on me le dit, je me dis pardon, c'est vrai que j'avais... Mais en tout cas, les engagements moraux que je prends vis-à-vis d'un joueur, j'essaye de les tenir. Pourquoi ? Parce que moi, s'il ne les tient pas, je veux pouvoir être en position, je vais essayer de ne pas être vulgaire, mais de lui rentrer dedans s'il mérite ça. Voilà. Mhm. Et oui, pour moi, il y a une dimension mentale à tout ça, qui est essentielle. Mhm. Ça, le mental, c'est sans doute ce qui fait du joueur ce qu'il adviendra. Ça, tu arrives à le percevoir dans les négociations. Comment est-ce que tu ressens c'est quelque chose qui est quelque part assez très difficile à ressentir. Le mental, ça ne s'explique pas nécessairement par les chiffres. Non, mais c'est pour ça que moi, je ne parle pas de négociation. Parfois, parce que la négociation, souvent, elle se passe avec l'agent. Mais j'aime bien, moi, avant que le joueur signe, avoir la discussion aussi de l'argent, une fois que c'est presque dealé avec le joueur. Donc, si tu me parles d'argent, oui, j'ai des choses où, moi, par exemple, et je vois comment le joueur réagit à ça, j'ai ma règle de fonctionnement qui est de dire, si je signe un joueur 5 ans, souvent, ils me disent, tiens, chaque année, il faut que ce soit augmenté de 10 000 ou 20 000 euros. Je dis, mais pourquoi ? C'est normal, chaque année, je gagne plus. Pourquoi ? Ouais, mais je dis non, parce que si tu es bon, tu vas venir me voir pour qu'on t'augmente, et ça, on va le faire. Mais si tu n'es pas bon, il n'y a aucun sens à avoir ton salaire aller comme ça et tes prestations comme ça. Donc, mettre un salaire qui est linéaire, il va falloir que tu me fasses confiance. Si tu es bon, et tu peux demander au gars du vestiaire, si tu es bon, tu seras augmenté. Et ça, il faut le respecter, par exemple. Mais moi, c'est pas ça, c'est presque la partie finale. Et là, on voit un garçon qui, s'il tourne les talons, ou si au contraire, pas vexé, mais un peu piqué de dire « Ah, tu veux ça ? Ok, je vais le prendre. » Et puis, presque toute l'année, c'est un peu un jeu. « Ah, je viens de te voir à la fin de la saison, parce que tu as vu... » Mais par contre, s'il mérite, il faut donner. On est sur un fil continu, en fait, dans la relation. C'est tout le temps, c'est jamais lâché. D'où quelque part cette volonté d'être un dirigeant qui est très proche de ce qui se passe et ce qui se vit dans les vestiaires, notamment. Tu ne peux pas perdre cette connexion-là, sinon ce rapport-là que tu expliques, qui est une forme de complicité entre le joueur et le dirigeant, tu ne l'as plus. Oui, mais être trop présent, tu perds aussi le fil. Ça veut dire que moi, par exemple, la semaine, les garçons, ils vivent dans leur monde. C'est pas mon monde, leur vestiaire, ça leur appartient. J'aime bien chaque semaine parler avec 2 ou 3 joueurs. On prend un café, on discute, et ça oui. Mais ils me voient pas tous les jours. Parce que ça perd après un peu de sens. Mais par contre, ils savent que s'ils ont besoin de me parler, je suis toujours là. Il y a des fois, j'ai besoin, moi, de leur parler. Mais oui, tout au long de l'année, j'ai envie de te dire, oui, c'est une relation qui est continue. Mais qui n'est pas... Moi, je ne suis pas derrière eux toute la journée. Ce n'est pas mon métier. Je ne suis pas fait pour ça. Je ne suis pas là pour ça. Ouais. Un Mehdi Benatia, par exemple, fait très souvent ça. Il est vraiment tout le temps près de Roberto De Zerbi pour regarder les séances d'entraînement, etc. Peut-être que là aussi, c'est une attache d'anciens joueurs qui, pour le moment, n'a pas encore coupé le cordon, qui a besoin peut-être d'être pour sentir au plus près les choses, pour peut-être faire son métier aussi. Oui, mais alors, le cas de Mehdi, que j'ai connu d'ailleurs au centre de formation à l'OM, le cas de Mehdi, les gens oublient, mais Mehdi, ça a été un joueur de très haut niveau, qui a fait les plus grands clubs européens, qui a gagné beaucoup de choses, qui a touché du doigt ce que c'est le très haut niveau. Et je pense, j'en sais rien, parce que je ne suis pas avec lui, je n'ai pas partagé avec lui, mais je pense que lui, ce qu'il essaye de transmettre à l'OM, c'est ça. C'est son vécu du Bayern Munich, de la Juve, de l'AS Roma, cette exigence qu'il a pu... parce qu'au départ, c'est pas le joueur le plus talentueux, Mehdi. Et je pense, par son sérieux, son travail, son implication, son professionnalisme et son intelligence, il a fait la carrière qu'il a faite. Donc je pense que s'il est là au quotidien à l'OM, peut-être que si Dieu lui prête vie 2 ans, 3 ans à l'OM, peut-être que sa manière de travailler va évoluer. Mais je pense qu'il est là, lui, pour transmettre ça. Et lui, il a cette expérience. Moi, les séances, je les regardais parce que mon bureau, finalement, alors, les joueurs ne me voyaient pas forcément, mais mon bureau donnait sur le terrain. Ouais. Donc oui, je regardais parce que c'est important. Mais non, je ne vis pas au quotidien avec le groupe. Il y a aussi un truc qui est très football français. C'est cette faculté à un petit peu avoir ce que les Français appellent la carte. Mehdi, il n'a pas ça.
par exemple. Il est très critiqué, notamment pour sa façon d'être, sa manière de faire, etc. Est-ce qu'à un moment donné, il y a aussi un travail obligatoire chez le dirigeant d'un peu de représentation publique pour quelque part faire en sorte que qui on est soit un peu considéré, tu vois. Je pense que je suis la personne la plus mal placée pour parler de ça, parce que c'est un truc que j'ai jamais fait, qui est peut-être un tort d'ailleurs. Mais et tu penses que ça t'a fait du tort dans ta carrière de ne pas être comme ça? peut-être ça m'a fait du tort, probablement, mais moi j'ai du mal à renier ma nature profonde. Et donc c'est des choses que j'ai du mal à faire. Mais probablement que dans ce milieu-là, c'est important de construire son image, de faire attention à son image, probablement, oui. Mais après, il y en a qui font que ça aussi. Et moi, c'est vrai que mon énergie, je dois la mettre dans le club. Parce que développer un club, c'est une énergie de 20 heures sur 24, parce que vous dormez 4 heures par jour, mais jusqu'au moment où vous endormez, dès que vous vous levez le matin, votre cerveau se met en chauffe que sur le club. Donc, moi, mon énergie, il faut qu'elle soit là. Et c'est vrai que le reste, mais à tort peut-être, j'ai l'impression un peu d'une perte de temps. Mais probablement à tort. Donc ça a pu te porter préjudice, c'est pour ça que tu dis ça? Je ne sais pas si ça m'a porté préjudice, mais honnêtement, j'en sais rien. Mais moi, je suis comme ça. Demain, mon fils voudrait faire ce métier, ce qu'il veut faire d'ailleurs, mais j'espère qu'il ne prendra pas ça de moi, et peut-être qu'il prendra d'autres choses. Mm-hmm. Mais ça, oui, je pense qu'il faut évoluer dans son milieu et peut-être être plus... Moi, je suis un peu fermé, voilà. Mais je suis comme ça. C'est pas mon âge qu'on va se refaire. Tu sais, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché chez toi, c'est en fait ta photo de profil WhatsApp. Parce que c'est la photo de Pape Diouf. Ouais, de Pape, ouais. Ça veut dire beaucoup de mettre la photo de Pape Diouf, alors que tu as des enfants que tu viens de dire que tu aimes, et une famille. Ah, oui. Mais c'est lui sur la photo de profil WhatsApp, tu vois, c'est pas quelqu'un d'autre. Mais je l'oublie parce que moi, elle est là. Mais parfois, je vis des aventures, pas toujours rigolotes d'ailleurs, mais par exemple, souvent à l'étranger, quand je vais téléphoner en WhatsApp, donc c'est la photo de Pape, et puis tout le monde ne le connaît pas à l'étranger. Donc les gens pensent que je suis noir. Et donc il y a les gens normaux, simples, etc., qui quand ils me voient, ils me disent mais donc c'est pas toi sur la photo? Et je dis ben non, là c'est pas moi, et puis j'explique. Puis il y a des gens où je le sens au téléphone, je suis reçu de manière un peu plus froide, Mm-hmm. un peu, et ça me met peut-être parfois 5 minutes dans la peau des gens des Noirs justement, qui parfois peuvent avoir un accès plus difficile. Et puis finalement presque, il y a des gens quand ils voient, ils sont presque rassurés, ah ben finalement il est blanc donc ça va. Mm-hmm. Donc ça c'est un peu, mais non, Pape il est là parce que je l'ai mis le jour où il est mort. Et puis voilà, et puis ça m'a jamais traversé l'esprit de changer la photo. Ouais, mais ça veut dire à quel point c'est un homme qui a compté dans ta vie aussi. Oui. Il a compté, alors professionnellement énormément, et même quand j'étais en club, je sais que il était quelque part en moi, et que en fait je faisais presque du copier-coller de ce que je l'ai vu faire. Et puis sur le plan humain, c'est vrai que moi c'était une rencontre exceptionnelle. C'est pour ça que les gens souvent ils parlent du foot en disant il faut faire attention, les gens du foot, blabla. Moi j'ai rencontré des personnes exceptionnelles dans le foot, Mm-hmm. dont Pape. Voilà. Si tu devais me raconter qui il est, toi qui l'as Ouais, connu. mais là il faut que tu me prends une nuit d'hôtel, parce qu'il faut qu'on se voit pendant 2 jours ou 3 jours. Mais ça va être long, ça va être très long. Moi, je suis très curieux de savoir, en tout cas, ce qu'il a pu, entre guillemets, ce que toi, tu emmènes de lui tous les jours, en fait. Ce qu'il a imprégné et intégré chez toi dans ton travail de Moi, j'ai dirigeant. travaillé avec lui, j'étais assez jeune, je répète encore une fois, dans le club de mon cœur. Et puis quand on est jeune, on peut avoir des réactions un peu épidermiques, un peu sanguines, ou tiens, un tel a dit ça, donc... Et lui, il avait toujours un calme olympien. C'était le vieux sage du village, quoi. Et nous, on travaillait beaucoup d'heures. Lui travaillait beaucoup moins que nous. Et c'était comme ça. Et nous, il y a des fois, on avait tellement la tête dans le guidon qu'on ne savait plus. Et donc, on allait le voir. Ça prenait 3 minutes. Et il me disait, Julien, parce que je dis, Pape, il y a ça, on fait quoi? C'est évident, on fait ça.
Pourquoi ? Ben pour ça. Ah ouais. Et puis c'était... Ou moi, je bataillais, ça c'était fantastique à vivre. Je bataillais comme un fou sur une négo. Et puis je laissais toujours la fin à Pape. Pour que Pape, c'était le président, il fallait que vis-à-vis de l'agent, il sentait, parce que tant qu'il parlait avec moi, il disait peut-être qu'avec Pape, je pourrais avoir plus. Et il y a des fois où je tenais la négo, puis je rentrais dans le bureau de Pape avec l'agent. Au premier regard, Pape savait, en me regardant, s'il fallait lâcher un peu du lest, 5 000 euros de plus, ou au contraire, tenir. Mais sur un regard. Et ça, c'était magique, parce que l'agent qui me disait, bon, on va voir Pape. Je dis, ok, viens, on va voir Pape. Et puis je tapais, je rentrais, Pape... Puis il comprenait à mon body language, à mon attitude, etc. Il a dit, mais Julien vous a dit, c'est ça, ça et ça, bougera pas. Donc il y avait cette vraie complicité sur le plan professionnel. Après, sur le plan humain, c'était... ça va être long. Voilà, non, mais ça va être long parce que c'est important aussi que tu pardon, je te coupe de la relation journaliste. Il m'a appris ouais. un truc qui est un détail. Mais finalement, dans ce métier, qui pour moi n'en est pas un, il m'a dit, Julien, tu peux jouer au chat à la souris qu'un journaliste. Et lui, il était plus journaliste dans l'âme que président de l'OM, au sens, son métier, ça a été le journalisme. Hein. Tu peux jouer au jeu du chat et de la souris avec le journaliste parce qu'il acceptera toujours. Il cherche une info que tu veux cacher. Oui, ça c'est. Par contre, si le journaliste a la bonne info, te dit, Julien, je sais que vous allez signer Ribéry, ne lui mens pas. Tant qu'il n'a pas l'info, tu peux. S'il a la bonne info, tu ne peux pas lui mentir. Parce que si tu lui mens, ça veut dire que tu vas le prendre pour un idiot. Et ça, c'est pas possible. Puis la fois d'après. Et c'est des petits détails que je te donne. Mais ça, c'est vrai que ça m'a suivi tout le temps. Et là où, tout à l'heure, je disais, j'ai pas été bon dans mes RP avec les gens en général, parce que c'est pas, encore une fois, c'est pas ma nature. Je pense qu'en revanche, avec les journalistes, d'une manière générale, ça s'est toujours bien passé. Oui, j'ai toujours eu des retours très positifs sur ta personne, alors qu'on n'avait pas nécessairement de contact constant, parce que mon attrait n'était pas nécessairement lié au football français, d'une manière générale. C'est ça le conseil le plus important qu'il t'a donné? C'est lié justement à ce lien journalistique ou pas du tout? S'il y a vraiment un conseil que toi tu utilises en disant ça vient de Pape, quoi. Ah non, mais alors, ce que Pape m'a appris, c'est dans les moments chauds d'un club, où mes grosses pressions, qu'elles soient populaires, c'est-à-dire les supporters, souvent ça va avec, médiatiques. En fait, il m'a dit, tu vas voir tout le monde paniquer autour de toi. Et lui, ce qu'il faisait très bien. Il me dit, mais même si à l'intérieur, il faut que tu dégages beaucoup de calme. Et je pense que ça, bon, les gens avec qui j'ai bossé à Nice, c'était toujours de ce qu'ils me disaient, mais après, peut-être ils me disaient ça pour me faire plaisir. Mais que oui, je dégageais beaucoup de calme dans ces moments de tension ultime où finalement tout le monde perd un peu de sa lucidité. Je pense qu'il faut avoir le caractère pour ça, et je pense l'avoir. Mais c'est Pape qui m'a mis la lumière sur cet aspect-là. Donc... C'est surtout, ça me fait plaisir que tu le dises, parce que c'est ce qui revient de toi sur le marché. Le marché, l'idée du marché sur Julien Fournier, c'est une main de fer dans un gant de velours, véritablement. Ouais, peut-être, ouais. Non, mais parce que moi, à titre personnel, bon, voilà, je parlais notamment avec un ami qui s'appelle Bruno Scropetta, avec qui tu as négocié oui. La prolongation d'Evan Guessant. Bah, il m'a dit c'était pas facile tous les jours sur le dossier de la prolongation, mais au final, c'est quelqu'un de bien. Ça a été dur. Ouais. Et avec le recul, je me dis même, j'ai été raide avec le gamin. Parce qu'avec l'agent, il fait ce métier, il sait que... Mais avec le gamin, j'ai été dur. Peut-être un peu trop dur. Mais je pense que c'est ça aussi qu'il a... Après, il est allé chercher les choses par lui-même. Ouais, mais ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu l'as fait pour montrer quelque chose? Tu voulais envoyer un signal? En fait, ce que je me dis... Mais le joueur, il ne perçoit pas ça, parce que... Mais sur Evan, c'est très clair. Je lui ai fait signer un contrat, ce qu'on appelle à la charte, c'est-à-dire basique. C'est-à-dire le minimum du minimum. Et je lui dis, Evan, si tu veux partir à l'étranger, pars à l'étranger. Tu gagnes plus d'argent. Chez nous, on va te faire la place. On a le club à Lausanne, on va te prêter à Lausanne, mais il va falloir que tu signes ce contrat-là. Par contre, tu verras que si ça fonctionne, même si tu as 50 contrats, moi, je ne vais pas attendre les 2 dernières années comme ils font tous. Si tu mérites, tu vas être augmenté. Et je me souviens qu'Evan est venu dans le bureau. Au moment de la signature du contrat, il me dit, je ne signe pas.
Je dis, Evan, moi je t'ai jamais obligé à signer. Tu veux pas signer, tu signes pas. Il s'est levé, il est parti. Ok. Et puis 2 ou 3 jours après, il a signé en faisant un peu la tête. Mais ce que je comprends, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, Evan, on l'a prêté à Lausanne en Suisse. Il n'a pas fait une saison exceptionnelle, mais en tout cas, il a été bon. Mhm. Il a changé le contrat. Et chaque année, on lui changeait le contrat. Ouais. Et donc, en fait, je te dis ça pourquoi c'est pas. Je sais que le joueur, il a l'impression de perdre sur le moment un peu d'argent. Mais moi, je sais au fond de moi que je dis n'importe quoi. Là, il avait 3 000 euros, il en voulait peut-être 5 000. Donc, il y a 2 000 d'écart que je ne vais pas lui donner. Mhm. Par contre, quand il revient, il n'aura pas 5 000, mais il aura peut-être 10 000. Mais parce qu'il aura démontré que il avait envie, il avait faim et il a délivré. Donc, le joueur, il ne perçoit pas toujours cette. Lui, il perçoit le manque à gagner immédiat et il ne se dit pas peut-être plus tard je vais gagner plus. Mais c'est là où je te dis, il y a beaucoup de directeurs qui vont promettre et pas tenir. Ce qui est essentiel avec un joueur, Mhm. si tu promets, il faut donner. Mais toi, quand tu dis j'ai été raide, ça veut dire que parfois tu es ferme dans les négociations, pas par nature, mais par posture. Parfois Pas tu du dis tout. il faut que je le sois. Non, c'est jamais, je pense jamais par ego. Parce que si tu fais des négos en mettant en avant ton ego, justement, sans mauvais jeu de mots, c'est très mauvais. Moi, il y en a qui veulent gagner la négo. Je le sens très vite et je leur laisse la gagner. Moi, c'est pas ça. Moi, je trouve et notamment un jeune joueur, il doit avoir faim. Et que si, parce que il est fin de contrat aspirant, il doit signer son contrat pro et c'est à coup de prime à la signature. Non, montre-moi déjà sur le terrain. Moi, j'ai besoin que le joueur, il montre aussi son attachement au club, sa motivation, etc. Mhm. etc. Ça, c'est des discours que j'entends souvent, mais dans le cas où tu dois négocier un big deal, un blockbuster, c'est-à-dire que le joueur fort qui a 25-26 ans, qui va rentrer dans ton équipe et doit en devenir la star. Comment t'appliques justement ta méthode Ben, par je vais te rapport à ça? raconter une anecdote qui est aujourd'hui rigolote, mais c'est la première fois que je rencontre Mino Raiola, où en fait Jean-Pierre River était en négociation avec Mino pour la venue de Mario Balotelli. Et puis il me dit putain, je m'en sors pas. Enfin, il me dit pas ça comme ça, mais il me dit putain, je bloque, Mino demande trop d'argent. Je crois que c'était pour le renouvellement. Non, c'est pour la signature. Et donc on se donne rendez-vous à Monaco, à l'hôtel. Et je vois Mino arriver comme il faisait d'habitude, hein, en short, en claquette. Et il arrive. Et Mino un peu vexé de se dire putain, mais je parlais avec le président, maintenant il va falloir que je parle avec le directeur. Je ne connaissais pas Mino. Et puis on commence à parler chiffres, mais dans le hall de l'hôtel, hein, enfin dans le lobby, quoi. Et j'écoute Mino, on ne fera jamais ce deal. Je te le dis, on ne se connaît pas, tout ça, mais on ne fera jamais ce deal. Mino a été hyper grossier, comme il peut l'être, en m'insultant, en se levant, à l'italienne, dans le hall de l'hôtel, et en partant. Jean-Pierre était en panique. Je lui dis, mais pourquoi tu lui as dit ça, le deal? Je dis, t'inquiète pas, c'est pas... Enfin, il va revenir, Mino, il connaît. Et moi, je sais qu'il me testait, en fait. Et quand vous avez Mino en face, vous ne faites pas non plus le... Mino, c'est quelqu'un qui m'a... Je m'en suis rendu compte après, mais qui m'a appris beaucoup dans les négociations aussi, parce que là, on est sur le très haut niveau. Mais moi, je savais que Mario voulait signer chez nous. Et donc, l'agent, il peut faire tout ce qu'il veut. Je sais que le joueur, il lui avait dit, je veux signer à Nice. Donc, si tu veux, après, la posture va être la même. Et Mino est revenu un quart d'heure après, sans s'excuser, bien évidemment. et après, et donc, on s'est fait une vraie bagarre avec Mino. Okay. Une vraie bagarre. Mario a signé. Et Mino, je pense être peut-être le seul dirigeant européen à la fin de sa vie à avoir été invité chez lui. J'ai pu lui dire au revoir parce qu'il était donc dans la phase terminale de sa maladie. Et on s'est beaucoup aimé avec Mino. Et Mino, c'est quelqu'un qui, en termes de charisme, t'es impressionnant. Vraiment impressionnant. Et c'est intéressant. Chercher la bagarre. Ouais, mais c'est important que tu parles du charisme de Mino Raiola, parce que Mino Raiola, forcément, n'est plus là pour pouvoir parler de lui. Ouais. C'était un vrai... il était à la base, le socle, quelque part, de ce qu'était véritablement le rôle d'un agent. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup s'improvisent agents, ou en tout cas tentent de l'être, mais... J'ai l'impression que cette fonction-là, plus que l'incarner, il l'a même un peu révolutionné. Tu vois, il était l'agent, mais même dans sa posture, sa manière d'être, c'est tout ce qu'un agent doit être pour un joueur, quoi, quelque part. Il avait la panoplie complète.
était très fort avec la presse, provocateur, très dur dans les négos, très intelligent dans les négociations. Et pour ça, par exemple, il connaissait presque, à chaque fois, il parlait en France, il connaissait la réglementation française, que ce soit celle de la Fédé, sur le plan fiscal, sur le plan juridique, en Italie pareil. Donc il avait c'est quelqu'un de vraiment intelligent. Et puis il aurait tué pour ses joueurs. Moi, j'ai aussi connu des agents, presque à me dire, écoute, plutôt que de lui donner 100, donne-lui 80, mais par contre, ma commission, tu me la payes en une fois et je vais convaincre le joueur. Moi, quand j'ai un agent comme ça en face de moi, je ne peux pas le respecter. Minot, il pouvait me sauter à la gorge pour ses joueurs. Et son argent, il en parlait à la fin. Il était tout aussi dur, mais il était comme ça avec ses joueurs. Et ça, c'était fabuleux aussi à voir. Et puis, mais remarquablement intelligent. Il y avait aussi une rumeur, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais qui disait qu'il n'avait pas de mandat écrit avec ses joueurs et que les gens savaient qu'il était avec Minot et les joueurs renvoyaient toujours vers Minot. Après, je pense que ça s'est un petit peu plus juridiquement travaillé parce que notamment, comment s'appelle-t-elle, la brésilienne qui tient Rafaela Pimienta, évidemment qui elle est une juriste de formation, a balisé un peu cette idée-là. Non, moi j'ai toujours connu Minot avec des contrats sur ses joueurs. Il y avait toujours mandat au début, peut-être pas, mais ouais, non, il y avait toujours des contrats. Et donc, il présentait le mandat dès le début ? Non. Comment ça se passe ? Mais de toute façon, en France, après, comme vous faites des conventions tripartites, vous êtes obligé d'avoir copie du mandat. Donc, à la fin de la négociation, donc on est obligé d'avoir copie de son mandat. Donc, moi, en tout cas, tous les deals que j'ai fait avec lui, il était mandaté. Pour revenir sur justement l'aspect très différent qu'il peut y avoir entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille, quelles sont les particularités vraiment de ces deux clubs ? Si tu dois, par exemple, tracer une espèce de ligne d'horizon dans ta carrière et ces deux grands clubs par lesquels tu es passé, que tu as dirigé, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça ? C'est des clubs qui, même s'ils se détestent, et moi, je n'avais pas mesuré cette détestation en arrivant à Nice, parce que nous, à Marseille, on était plutôt... on voyait un peu les Niçois comme nos cousins du Sud, quoi. On aimait bien. Maintenant, les choses ont changé. Mais quand je suis arrivé à Nice, j'ai découvert la détestation que les Niçois pouvaient avoir pour les Marseillais. Mais ils se détestent parce qu'ils se ressemblent, parce que ce sont deux clubs méditerranéens, ce sont deux clubs qui ont, pour moi, les mêmes ressorts. Et notamment au niveau des supporters. Mais sauf que bon, il y a un stade qui fait 70 000 personnes et l'autre qui a du mal à se remplir. Donc la pression des supporters et notamment la pression négative, elle est aussi très présente à Nice. Pour moi, il y a l'engouement populaire est beaucoup plus important à Marseille. Marseille, c'est un club qui est épié en permanence. Mais je veux dire, les ressorts de fonctionnement, honnêtement, sont les mêmes. Parce que c'est deux clubs du Sud. Mais dans ta manière de travailler, tu as appliqué les mêmes méthodes et tu n'en changeais pas d'un point. On évolue toujours au fil de sa carrière, parce que j'espère qu'on se bonifie, on prend conscience de ses défauts, donc on essaye de les corriger. Mais en tout cas, la trame est la même. Si tu regardes notre passage à Marseille, nous on est arrivé à Marseille en plein procès des comptes de l'OM, où Robert Louis-Dreyfus ne voulait plus mettre d'argent, nous a dit, vous débrouillez, je ne mets pas un centime. Donc on a pris les Taïwo libres, les Ribéry libres, on a sorti Nasri, on a fait très peu d'investissements. Quand j'arrive à Nice, Jean-Pierre River, qui venait de racheter le club, me dit, Julien, j'ai racheté le club pour 12 millions, je ne mettrai plus un euro, après c'est l'argent de mes enfants. Donc par contre, tout ce qu'on va faire, on va le réinvestir dans le club. Donc, on est allé chercher Claude Puel pour ça. On a sorti Amavi, qu'on a vendu en Angleterre 14 ou 15 millions. À l'époque, c'était beaucoup, hein, parce que ce n'était pas les prix comme maintenant. Hein. Et donc, cet argent, on l'a réinjecté pour construire le centre d'entraînement. Et donc, on a fait grossir la boule à Marseille. Et Marseille a été champion de France sans prétention, mais enfin, les gens le disent. Donc, je peux me permettre de le dire grâce à notre travail. Puisque c'est quand nous on part en 2009 et qu'on fait signer Didier que c'est l'équipe qu'on avait bâtie qui a été championne. Pareil à Nice, on a presque changé l'ADN du club, qui était un club qui se battait pour pas descendre en Ligue 2, parce que c'était ça, avec beaucoup de joueurs d'expérience. Et on a un peu changé tout ça. Et donc c'est un peu la même méthodologie qui s'est appliquée. À Marseille, tu le dis, tu penses que ce serait encore possible de faire des transferts et de finir champion en étant sur une base de transfert de joueurs libres ? Cette
conjoncture-là, elle est quand même inédite. Le fait d'aller chercher des joueurs où tu transfères quasiment pas beaucoup d'argent et tu vas derrière chercher un titre, quoi. À Marseille, c'est quand même assez unique. Oui, alors, je te dis pas que c'est facile et puis on n'a pas que, puisque Mamadou Niang, on l'avait acheté, on en avait acheté quelques-uns quand même, mais je crois que Lorik était arrivé libre ou pour très peu cher. Moi, je trouve que l'activité de construction d'un effectif et l'activité de transfert, c'est une activité qui t'occupe en permanence toute l'année. Mhm. Quand on parle de marché, il faut être sur le qui-vive sur le marché, mais tous les jours. Et presque anticiper tes recrutements 1 an ou 2 ans avant. Ah, donc tu peux par exemple faire une offre en mars pour un joueur que tu vas Non, signer moi, en je ne fais juin. pas d'offre, mais par contre, je sais que moi, toute l'année, je travaille. C'est-à-dire que moi, dès le mois de septembre, où je prends mes 15 jours de vacances, après, c'est tout de suite sur l'été prochain. Normalement, le mercato de janvier, si on doit faire des choses, c'est presque ou par accident ou c'est quelque chose qu'on avait déjà anticipé cet été. Mais pour moi, il faut toujours anticiper minimum, ouais, pour moi, c'est 6-12 mois avant. Et pour moi, c'est le secret du recrutement, c'est ça. Et c'est là où tu vas faire de bonnes affaires. Et pour pas subir une négociation, parce que ça, par contre, c'est vrai que j'ai horreur de ça. Il faut avoir plusieurs postes, plusieurs choix au poste que tu veux, parce que ça te permet de, si une négo elle bloque, d'être prêt à la perdre, quoi. Ouais, c'est clair, mais c'est intéressant d'avoir ton point de vue aussi sur le mercato qu'on appelle celui d'ajustement en janvier. Pourquoi? Parce que justement, il y a de cela quelques semaines, c'est terminé le mercato de janvier 2026. Bah, on est loin de l'ajustement, hein. C'est parti dans tous les sens, tout le monde a acheté à foison, et ça n'avait pas grand-chose comme logique aussi sportive au niveau de la direction. C'est vraiment parti dans tous les sens, quoi. Ouais, Il n'est pas là justement. Enfin, c'est en train de devenir un mercato, une fenêtre à part entière là en janvier. je pense. Mais après, Est-ce que c'est pas une dérive? C'est ça que je veux savoir. je vais être peut-être au risque d'être un peu donneur de leçons et les gens diront mais Fournier pour qui il se prend parce qu'il mais je pense que quand on est dans cette situation-là, c'est qu'on a mal travaillé. Ça arrive de mal travailler. Moi on a fait des saisons avec la cellule où on a été moins bon. Donc mais quand ça se répète tout le temps, c'est pour moi pas tenable. Mais parfois il y a aussi des accidents. Je me souviens à l'époque où on fait une saison d'ailleurs qui est très mauvaise. Puisque on démarre la saison avec Patrick Vieira et qu'on arrête. Et à la trêve, on est en énorme difficulté. Dante s'est blessé, donc on n'a plus de défenseurs centraux. Et au mois de janvier, et tout le monde nous mettait la pression parce que Dante s'était blessé, qu'il fallait prendre un défenseur central d'expérience. Et nous, on a pris deux minots, quoi. On a pris Saliba, qui avait 18 ans, je crois, ou 19 ans à l'époque, et Todibo, qui avait peut-être 20 ans. Et les deux n'avaient pas joué depuis 18 mois. Donc c'est une grosse prise de risque. Mais il s'avère que voilà, quand tu prends des joueurs de qualité, après les choses fonctionnent. Mais pour revenir à ta question, oui, je trouve qu'aujourd'hui il y a une dérive sur le mercato, en tout cas celui-là de janvier, où oui, c'est parti dans tous les sens. Après, il y a les clubs qui ont besoin de vendre. Et là, je parle de la France. Il y a une économie telle aujourd'hui que quand il y a de grosses offres, les clubs sont obligés de vendre. Et puis il y a ceux qui ont acheté et vendu pour. J'ai envie d'avoir ton point de vue sur l'OGC Nice, parce que la situation sous Ineos est vraiment, vraiment très très compliquée. J'ai eu l'occasion de parler avec beaucoup de supporters de l'OGC Nice qui la définissent même de catastrophique. Est-ce que toi tu t'attendais à ce que à Nice la situation soit telle qu'elle est aujourd'hui après ton départ? Est-ce que tu pensais qu'il allait avoir ce que les Anglais appellent un downfall après que tu partes? Est-ce que tu sentais la patate venir? Non, parce que ça voudrait dire que sans Fournier, le club ne peut pas fonctionner, ce qui est une hérésie monumentale. Mais je pense que... Tu pourrais très bien le dire, il n'y a pas de problème. Ouais, non, mais là, je pense que si je commence à parler comme ça, il faudra m'enfermer. Mais non, ce que je veux te dire, c'est que pour moi, chaque club a aussi une stratégie qui lui sied. Ça veut dire que chaque club a son ADN, chaque club a son potentiel. Et il faut bien comprendre le club dans lequel tu es et adapter la bonne stratégie si tu veux que ça fonctionne. Moi, je pense que quand je suis parti après, ils ont eu peut-être un peu la folie des grandeurs. Ils ont acheté des joueurs extrêmement chers, avec des gros salaires. Des joueurs qui, quand ils ont ces salaires-là à Nice, qui sont surpayés, ils ne bougent plus.
Ils s'en vont plus. Je pense qu'il y a eu des attentes qui étaient sans commune mesure avec la réalité qu'est le club. C'est intéressant ce que tu dis, juste je te coupe une seconde. Ça veut dire que, après tu pourras reprendre ton explication, dans ton esprit, l'OGC Nice, c'est un club par lequel on transite et on ne reste pas. Non, pas forcément. Mais si on veut avoir des résultats, moi je pars du principe qu'il faut toujours mettre en balance l'ambition sportive avec une réalité économique. Moi, mais c'est que mon avis, encore une fois, moi quand j'investis 1 euro sur un joueur, je me dis au moment de la signature, et ça ne veut pas dire que je ne fais pas de bêtises, mais je me dis, je vais l'acheter 1 euro lui, parce que je pense que dans 2 ans, il en vaut 3. Donc j'ai un ratio de x3. Donc quand j'achète des joueurs 3 millions, 4 millions, 5 millions, voire même 10 millions, c'est possible à Nice, si on fait les Coupes d'Europe, de vendre un joueur 30 millions. Si je commence à acheter des joueurs à 20 millions, est-ce que l'OGC Nice, dans son histoire, a vendu des joueurs à 60 millions ? Moi, ma réponse, elle est non. Donc, je trouve que quand on se met à acheter des joueurs à 20 millions, on se met en risque. Parce qu'on a des salaires énormes aussi avec. Et du coup, si ça ne fonctionne pas, les joueurs partent plus. Et c'est un club qui a besoin de vendre pour renforcer son effectif chaque année. C'est pas... Moi, je considère qu'il y a très peu de clubs que j'appelle ultimes. Les clubs ultimes, c'est PSG, c'est Real Madrid, c'est Barcelone, c'est City. C'est des clubs qui ne revendent pas. C'est des clubs où les meilleurs joueurs veulent aller. Tout le reste, tout dépend du niveau, mais c'est des clubs qui peuvent être dans la compétition. Dortmund l'a été, l'Atlético Madrid l'a été, Marseille l'a été, mais où forcément on fait venir des joueurs, on les utilise, on les valorise, et après on a besoin de les vendre au-dessus. Mais au-dessus, il n'y a pas 50 clubs. Mais moi je suis content demain de vendre un joueur au Real Madrid, à Arsenal, à City. Ça veut dire que mon joueur il est exceptionnel. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris, tu penses, eux, sur le fonctionnement de l'OGC Nice ? Non, je pense qu'ils se sont... J'imagine qu'ils se sont dit avec Ineos, on va concurrencer le PSG, on va mettre beaucoup d'argent, etc. Mais le fair play financier ne vous le permet pas. Après, je pense qu'il faut qu'il y ait aussi, pour faire du très haut niveau, je pense qu'il faut un environnement, et notamment un engouement populaire, un stade qui pousse. Il y a des clubs en France qui sont propices à faire du très haut niveau. Nous, Nice, on l'a monté jusqu'en barrage de Champions League. On a fait des Coupes d'Europe. Je pense que l'étape d'après, c'était d'être capable de compétir en Coupe d'Europe. Ça, oui. Mais un club, ça se construit. Il ne faut pas oublier, nous, quand on est arrivé, le club n'avait pas fait de Coupe d'Europe depuis 40 ans. Quand, avec Claude Puel nous qualifie en 2013, ça fait 40 ans que le club n'a pas fait une Coupe d'Europe. Donc, nous, après, on l'a fait une année sur 2. Mais je pense qu'il fallait continuer dans cette dynamique, être fort sur le marché en disant, mais si moi, jeune joueur, je veux rejoindre Liverpool, je sais qu'à Nice, j'arrive dans un environnement compétitif, je fais une Coupe d'Europe, j'ai des bons entraîneurs, les jeunes jouent. C'est possible. C'est possible. Et moi, je pense que Nice, c'est là où je voulais le mettre. Et peut-être que dans 10 ans, avec un stade plein, avec des Coupes d'Europe, des quarts de finale, des matchs, avec cette stratégie-là, peut-être qu'on aurait pu dire, ok, maintenant on est Nice, on veut gagner le championnat. C'est possible, mais le foot, ou alors il faut beaucoup d'argent, il faut arriver comme Chelsea et puis surpayer, mettre 1 milliard sur le marché des transferts, mais voilà, ça c'est pas... Mais quand je vois la situation actuelle avec un changement drastique dans la stratégie depuis l'arrivée d'Ineos, donc on est passé effectivement d'un moment où les robinets étaient ouverts, on dépensait à foison, ça a un petit peu porté ses fruits, et puis ensuite ça a été beaucoup plus compliqué jusqu'à maintenant, où là quasiment Jim Ratcliffe il a fermé à double tour les finances de l'OGC Nice. Est-ce que tu te dis que peut-être à ce moment-ci, il aurait peut-être besoin d'un Julien Fournier, l'OGC Nice ? Non, mais il faut... Parce que c'est un peu ta méthode, tu l'as expliqué avec l'OM. Tu as été capable de le faire avec des joueurs libres, avec des prêts, etc. Si là, Ineos te rappelle, tu penses que tu serais OK ? Non, parce que quand vous tournez la page... voilà, quand la page est tournée, elle est tournée. Moi, j'ai passé 12 ans dans ce club-là. Il était temps que ça se termine pour eux, parce que je pense qu'ils devaient en avoir un peu marre de moi. Moi, j'étais un peu fatigué aussi. Et donc, de dire, je vais retourner à Nice, non, c'est pas dans mon état d'esprit. Moi, quand je tourne une page, c'est dur de... Après, demain, il y a un nouvel acheteur, quelqu'un, ou Jim m'appelle parce qu'il est... Je peux pas dire non, jamais, surtout pas. Mais c'est pas du tout c'est pas ce dont j'ai envie, non. T'as envie de quoi, là, en ce moment ?
De quoi j'ai envie? Ouais. Non, là, ça me titille vraiment de retrouver un club. J'ai eu dernièrement 2 fois l'occasion. Une fois, ça m'intéressait pas du tout. La deuxième fois, oui, les conditions n'étaient pas réunies à la fin. Du coup, on n'a pas fait le deal. Oui, il y avait des mais rumeurs sur toi, hein, commencé à avec me- le FC Lorient, etc., ces Oui, oui, dernières oui. semaines. Non, mais c'est des gens que j'ai rencontrés, des gens qui sont au départ, quand ils m'ont appelé, j'étais assez franc et direct. C'était pas un truc qui, peut-être de manière prétentieuse d'ailleurs, mais c'est pas un truc qui m'excitait particulièrement. Mais avec les gens avec qui j'ai parlé, je me suis pris au jeu et j'ai rencontré vraiment des gens top qui m'ont donné envie. Puis après, voilà, il y avait plein de conditions pour eux comme pour moi qui devaient. Mhm. Et donc les choses sont pas faites, mais c'est des gens bien, c'est des gens qui ont une bonne vision pour le club. Et je me suis reprojeté, ça m'a redonné envie. Donc oui. Oui, oui. Quand tu étais à l'OGC Nice, tu avais quand même cette réputation d'être l'homme qui donnait le final cut. C'est toi qui disais le dernier mot, etc. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, ça t'a desservi d'être, notamment lié aux gens qui étaient au-dessus de toi, d'être celui sur lequel en fait cristalliser un peu toutes les responsabilités ou pas? Il faudrait leur demander à eux. Moi, c'est pas mon mode de raisonnement. Enfin, en tout cas, c'est pas les questions que je me pose parce que j'ai jamais été dans une stratégie ou de durer le plus longtemps possible ou de faire plaisir. Moi, je trouve que dans un club, il faut jamais décider seul. Ok. Jamais, c'est impossible de décider seul dans un club. Mais tu as beaucoup décidé seul à un moment Non. donné. Mais par contre, il n'y a qu'une personne qui peut décider. Quand je dis pas décider seul, ça veut dire que tu es obligé de, et notamment avec ta cellule de recrutement sur l'activité joueur, ton entraîneur. Pour moi, la construction d'un effectif, ça se fait jamais seul. Par contre, oui, il faut qu'il y en ait qu'un qui décide. Et moi, on m'a nommé pour assumer ces responsabilités-là. Mais j'insiste là-dessus. J'étais peut-être à l'époque le seul à décider, mais j'ai jamais décidé seul. Je ne sais pas si tu comprends la Oui, nuance. je Pour comprends moi, très bien. elle est essentielle. Après que, Tout comme on ne réussit pas seul dans le football. mais surtout pas. Mais non. C'est pour ça que moi, je suis toujours gêné quand on me dit Julien Fournier, l'OGC Nice, il a fait ci, il a fait ça. C'est gentil. Mon ego forcément est flatté. Mais moi, je sais avec qui j'ai travaillé. Mhm. Et que sans ces gens-là, et c'est pas de la langue de bois, c'est pas pour faire plaisir, tout ça, c'est une réalité. Sans ces gens-là, je faisais rien. Rien. En 2025, tu as donné une interview à l'équipe. Et en janvier 2025, exactement, tu as donné une interview à l'équipe. Et dans cette interview, tu as dit clairement que l'heure était grave pour le football français. On en est où aujourd'hui? Alors, la situation c'est surtout pas améliorée. Et je pense même que l'année prochaine, en tout cas la projection que je vois des droits télé, euh, c'est, euh, ça va être catastrophique. Alors, est-ce que c'est un mal pour un bien? Moi, je ne vais pas faire de la philosophie On n'est pas là non plus pour ça. Non, mais je veux dire, c'est que quand on a moins d'argent, je pars du principe qu'on réfléchit un peu plus. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait une vraie réflexion, autant de notre équipe de France, notre capacité à produire des joueurs de très haut niveau. Je trouve qu'on a une richesse exceptionnelle qui est enviée partout dans le monde. Après, sur l'approche du football professionnel, euh, comment rendre nos clubs meilleurs sur tout l'aspect économique, on est à la traîne. On en parlait tout à l'heure avant l'émission. Moi, je suis frappé de voir à quel point, en France, directeur sportif, ça s'apprend sur le tas. On prend un ancien joueur, un gars comme moi qui a un peu bourlingué, et puis il apprend sur le tas. Il n'y a pas de, il y a pas de formation spécifique à ça. Scout, pareil, on prend un ancien joueur, ou maintenant les data analyses qu'on trouve sur Internet parce qu'ils sont jeunes, ils sont bien. Donc il n'y a pas de formation pour ça. Analyse vidéo, pareil, je crois qu'il y a une petite formation, il y a des formations privées, mais pour moi, que fait la fédération là-dedans? Docteur de club, demain je suis dans un club, j'arrive dans un club, j'ai besoin d'un docteur, mais de club, qui a un autre métier que nos docteurs de famille. Ça n'a rien à voir. Où je m'adresse? C'est du copinage, c'est du relationnel. Donc quand, comme moi, on a 25 ans dans le foot, on a un réseau un relationnel. Mais j'aimerais pouvoir me tourner vers, si je veux bâtir une cellule de recrutement, parce que je considère que c'est le cœur du réacteur d'un club,
vers où je me tourne pour prendre. C'est des amis qui vont me dire tu devrais prendre lui. Non. Et donc, moi, je trouve que. Alors, c'est un petit aspect que je te détaille, mais quand on ne fait pas ça, on ne rend pas nos clubs plus forts. Et aujourd'hui, sur l'aspect économique, et Dieu sait si je ne suis pas un supporter du Paris Saint-Germain, loin de là. Oui, pour être mais un Marseillais qui vit à Marseille, c'est voilà, compliqué. Mais sur le plan économique, heureusement qu'ils sont là. Parce que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, quoi. Mhm. Essayez de vous projeter si, sur le plan purement économique, il n'y avait pas le Paris Saint-Germain dans notre championnat. Mhm. C'est un peu ce qu'était la Liga, ce qui est toujours d'ailleurs la Liga avec le Real Barça, une espèce de dualité avec à chaque fois derrière les clubs qui suivent, avec une exception qui fut 2014 avec le Diego Simeone qui a été chercher la Liga à ce moment-là, mais où on sent en fait que ce sont des championnats qui vivent à travers leur moteur et qui sont un peu dépendants de ceux-ci. Titre personnel, voilà, j'étais au commentaire du match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille pour une chaîne étrangère. 5-0, j'étais sidéré à la fin du match. Tu dis quel trou béant a construit le football français en laissant évidemment quasiment toutes les mains au Paris Saint-Germain. Parce que le problème, et dans cette interview, tu parlais également de Vincent Labrune, c'est qu'on a quand même donné beaucoup de passes droits. Il y a quand même beaucoup d'opportunités qui ont été offertes au Paris Saint-Germain. Et donc, du coup, il y a aussi, on n'a pas travaillé en fonction pour faire en sorte que ce trou se rapetisse un petit peu. C'est ça que je veux dire. On est totalement dans l'explosion de ce trou. Mais moi, j'aime débattre. J'aime presque ne pas être d'accord avec les gens. Mais quand j'ai en face de moi des gens qui ont une stratégie. Après, j'ai le droit d'y adhérer ou de ne pas y adhérer, mais je respecte au moins la vision. Moi, le sentiment que j'ai, et je suis un peu coupé aujourd'hui, j'ai accès par les gens avec qui je parle, par ce que je lis, etc. Je ne vois pas de vision. Oui, on va faire une Coupe du Monde. Oui, après, il y a Zizou qui va être notre entraîneur et c'est exceptionnel. Mais ça, pour moi, c'est pas ça une vision. C'est quoi l'avenir du football français, de l'équipe de France, de nos équipes de jeunes, du football amateur, mais nos clubs. Nos clubs. Et je ne vois pas de vision. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est ça. Il y a l'aspect économique et l'absence totale de vision. Et les exemples que je prenais sur les formations, c'est symptomatique. Je ne dis pas que c'est le plus important, mais c'est symptomatique de la manière dont on appréhende cette activité. On fait du haut niveau. Ouais. Et moi, je ne vois pas de stratégie. Voilà, ça me gêne un peu. Je vais te raconter une histoire sur un club belge qui vit actuellement une crise très importante, le Sporting d'Anderlecht, qui est le club le plus titré en Belgique, 34 titres nationaux. Ils sont en train de réfléchir à faire appel à une agence externe qui fait du track record pour aller chercher leur directeur sportif. Toi qui es un vrai directeur sportif dans l'âme, qu'est-ce que tu en penses ? Parce que ça fait écho évidemment à la data, aux statistiques, tout ça. Tu vois, comment est-ce qu'on peut en venir aujourd'hui en 2026 en se disant je prends mon directeur sportif parce que j'ai une analyse de données qui me dit que c'est lui le meilleur que je dois aller chercher. Je ne sais pas comment ça se... Honnêtement, je ne peux pas ni dire que c'est bien, ni critiquer, parce que j'aimerais qu'on me démontre le process. Tu es curieux ? Oui, je suis curieux de ça. Après, si tout est basé sur l'IA, là, je pense qu'il se tromperait. Il pourrait réussir. Par exemple, dans ce listing fait partie Antoine Sibierski de Troyes. Mais Antoine Sibierski n'a pas du tout la philosophie du Sporting d'Anderlecht. C'est là où tu dis que parfois, malheureusement, les statistiques sont rattrapées par le réel. Non, ce qui se fait beaucoup, c'est que, et notamment les Anglais, utilisent des boîtes, un peu des cabinets de chasseurs de tête pour venir nous chercher. Moi, c'est comme ça que souvent je suis démarché. Et ça, ce sont des gens qui recoupent tout un tas d'informations, effectivement, mais qui ont une vraie aussi capacité d'analyse sur le plan humain. Parce que notre métier de directeur sportif ou directeur du football, en fait, on ne gère que de l'humain. Donc on va gérer un entraîneur, on va gérer des joueurs. Et donc la dimension humaine, elle est absolument essentielle. Après, j'ai envie de dire que l'activité de recrutement, que ce soit pour les joueurs ou pour nous, pour moi, elle repose toujours sur trois piliers essentiels qui sont le réseau, parce que ça peut être, tiens, je connais Antoine Sibierski qui est très bien, il faut que tu le prennes. C'est l'observation, de voir, que ce soit pour un joueur, c'est pareil, d'aller le voir en vidéo, d'aller le voir en live dans les matchs, d'avoir un vrai travail de scouting. Et après, il y a la data. Pareil pour les joueurs et les entraîneurs. Pour moi, tout ça, c'est la même activité. Les entraîneurs, il faut les voir.
Moi, j'aimais bien les deuxièmes mi-temps. J'étais toujours entre les deux bancs. Parce que j'aimais, alors notre entraîneur, je savais comment il gérait, mais j'aimais sentir aussi l'attitude de l'entraîneur adverse. Parce que moi, j'étais toujours de me dire, bon, lui, peut-être qu'il voudra partir dans un plus grand club ou que j'en voudrais plus, donc il faut que j'anticipe. Voilà, et moi c'est ce que j'ai peur avec la data, qu'on perde le caractère fondamental du rapport humain. Mais pour moi, c'est ma crainte. Oui, mais il faut pas. C'est comme tout. Si c'est à l'excès, c'est dangereux. Mais aujourd'hui, la data, je trouve que c'est bien utilisé. C'est fantastique. Ça te fait gagner un temps incroyable. Incroyable. Et notamment sur le recrutement. Mais moi, je sais que demain, je repars dans un club. J'aurai une cellule de recrutement presque bicéphale. Pas bicéphale au sens... Les gens de la data me disent, ceux qui critiquent la data, c'est ceux qui ne savent pas l'utiliser. Moi, je pense qu'ils ont raison. Mais bicéphale au sens... Je pense qu'il faut qu'il y ait une cellule data qui soit contrôlée par la cellule scout. C'est-à-dire qu'un joueur qui ressort par la data doit être contrôlé par des scouts un peu plus traditionnels. Mais l'inverse est vrai. Un scout traditionnel qui vient me voir, me dit Julien, ce week-end j'ai vu un joueur exceptionnel, il faut absolument qu'on le fasse. Ça fait 3 fois que je le vois, il est fabuleux. Ok. Mais j'ai besoin que ce que toi tu vois, j'ai besoin de le vérifier aussi sur le plan de la data, notamment sur l'aspect athlétique, sur plein d'aspects, et de croiser ça. Et c'est là où on en revient, sans ego. C'est pas lui qui décide à la place de lui. Pour moi, il s'auto-évalue, il s'auto-contrôle, mais ils travaillent ensemble. Mais est-ce qu'un recruteur traditionnel d'une quarantaine d'années est prêt à lire la data ? C'est ça la question aussi. Mais pour moi, encore une fois, en tout cas, c'est ma vision, encore une fois, de l'activité. Moi, je construis une cellule de recrutement comme une équipe. Ça veut dire qu'il faut des complémentarités. Moi, dans ma cellule de recrutement, il y avait un ancien entraîneur, il y avait des joueurs, il y avait des gars qui n'avaient jamais joué au haut niveau. Okay. Il y avait des gars qui sortaient de nulle part. Et c'est cette équipe-là qui devient complémentaire. Il y en avait qui étaient plus spécialisés sur les postes défensifs, d'autres. Et si demain je monte une cellule, encore une fois, moi le réseau sans prétention je l'ai, et c'est un des piliers, mais derrière il me faut une cellule de recrutement traditionnelle forte, et sur la data forte aussi. Indispensable. Tu as beaucoup travaillé sur le football africain. Tu as notamment aidé des académies. C'est quelque chose que tu aimes beaucoup, qui te passionne. Qu'est-ce que, justement, les joueurs africains, l'Afrique du football, a à nous apprendre ? Alors, à nous apprendre, je ne sais pas ce qu'ils ont à nous apprendre, mais quand on va là-bas... Ils ont des choses, parfois, de plus que nous. Dans le football, dans les joueurs, dans le côté maturité aussi, peut-être, du football qui est proposé. L'énorme différence entre un jeune entre 10 et 20 ans en Europe et en Afrique, c'est que le petit Européen, il va faire son entraînement, et puis, ou ses entraînements, même s'il s'entraîne 2 fois par jour, puis il va rentrer à la maison, il va faire les devoirs, il va jouer à la PlayStation, il est avec papa, il est avec maman. Bon. Le jeune Africain, il fait sa séance ou ses 2 séances, mais quand il rentre, qu'est-ce qu'il a à faire ? Il a pas les vidéos, il va continuer à jouer au foot dans la rue. Et puis ça va faire, le week-end, il a son match, mais il va continuer à faire des 5 contre 5 dans les tournois de quartier. Donc ils vont développer des choses que nous, malheureusement, parfois, nos Européens ne développent plus. Et quand je vais là-bas, je suis toujours estomaqué de voir la qualité, mais la très haute qualité, et le nombre de joueurs de qualité. Et l'Afrique est en train de... Et pour moi, l'avenir du foot, il est en Afrique, parce que on les a regardés avec un peu de condescendance pendant des années, parce que ils souffraient du fait qu'il n'y ait pas d'installation, que même le passage en Europe était compliqué. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'académies qui travaillent bien, il y a des terrains, il y a de plus en plus de clubs qui viennent en Afrique. Moi, j'ai fait un tournoi là, il y a dans 15 jours au Ghana. Il y a des Brésiliens, des clubs brésiliens, des clubs américains, toute l'Europe, etc., qui sont là. Donc il y a de plus en plus de passerelles, et ils sont hyper talentueux. Là-bas, le dribble, et on encourage le joueur à dribbler. Jusqu'à un certain âge, on ne le formate pas en jouant une touche ou 2 touches. On va encourager le dribble. Donc pour moi, on retrouve encore des joueurs en Afrique qu'on a un peu perdus en Europe.
on a d'autres qualités en Europe, hein, mais l'Afrique est en train de se développer à vitesse grand V et c'est fabuleux à voir. Franchement, c'est fabuleux à voir. Et donc aussi, il y a toute une série d'académies qui se développent, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Sénégal. Quel pays actuellement en Afrique, selon toi, est le plus prêt à vendre ses joueurs, ou plutôt ses jeunes joueurs, et à les vendre en Europe dans des clubs? Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus avancés que d'autres, avec des joueurs qui, en termes d'adaptabilité, ça va mieux et c'est plus... Alors, adaptabilité, je sais pas. En revanche, il y a des pays qui sont beaucoup mieux structurés que d'autres. Bon, le Maroc est un pays, est le pays d'Afrique le mieux structuré. Je trouve que le Sénégal travaille très bien aussi. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, en termes de réservoir de joueurs, c'est exceptionnel. Exceptionnel. En revanche, en termes d'organisation du football national, c'est catastrophique. C'est-à-dire que, pour te donner une ordre d'idée, il n'y a pas de championnat de jeunes. Là, ils ont fait cette année un championnat à 17 ans et un championnat des réserves. Il y a 9 journées de championnat. Pour le pays entier, je te parle. Hein. Donc les sélections nationales, c'est pareil. Comment tu veux faire une sélection U17 s'il n'y a pas de championnat? Donc c'est que du copinage. Donc là, il y a vraiment des choses qui... Le Sénégal est bien en avance. Le Nigeria, pareil, c'est un pays tellement immense. Et quand tu parlais d'académie, il y a académie et académie. Il y a l'académie qui a 2 plots, 3 ballons sur un terrain vague. Et puis il y a les académies qui investissent de l'argent, construisent des terrains, font des tournois internationaux, etc., etc. Comment on diminue la probabilité de voir, par exemple, un jeune Africain transféré en Europe raté? Comment est-ce que tu arrives, toi, à joncher le truc, à l'évaluer en disant, ben voilà... il y a plus un pourcentage qui réussit si je prends celui-là plutôt que celui-là, et quels sont justement les outils qui te permettent d'éviter l'échec, en fait, fondamentalement, parce qu'on sait qu'un joueur qui se déplace de l'Afrique à l'Europe porte toute une série d'espoirs et toute une série de rêves, et donc le fait de ne pas réussir a toute une série de conséquences qui n'a pas lieu chez un Européen. Il faut être très, très attentif au rapport qu'ils ont à l'argent. Et sans jugement de valeur. C'est-à-dire que nous, en Europe, on va avoir un salaire qui nous permet, au moins sur 30 jours, de planifier. En Afrique, on a très souvent affaire à une population pauvre, et donc chaque jour où ils se lèvent, ils vont gagner peut-être 1 euro, 2 euros pour survivre. Donc quand ils arrivent en Europe et puis qu'ils ont... même un salaire de 1000, 3000, 4000 euros. En fait, il n'y a pas cette notion. C'est complètement abstrait pour eux. Ils reçoivent de l'argent, donc ça distribue à la famille, ça va dépenser tout de suite, parce qu'il y a zéro planification. Et d'ailleurs, je trouve qu'en Belgique, il y a un club sur cet aspect-là, parce que je ne suis pas dans le club, je ne peux pas juger, mais qui travaille très bien. Sur comment on accueille un jeune joueur africain, c'est Zulte Waregem. Zulte Waregem, ok. Voilà. Et je trouve que, en tout cas, l'approche qu'ils ont sur le plan humain des jeunes Africains, après, je ne sais pas... Il y a eu la réussite Cheikh Pape Diop, il y a eu la réussite Nadi, il y a des joueurs, effectivement, qui s'intègrent très rapidement dans les équipes premières et qui performent. Pour avoir... il y a des joueurs de notre club qui sont allés là-bas. Okay. Donc j'ai beaucoup parlé avec Davy Defoe, qui m'a expliqué, et notamment ce rapport à l'argent, que pendant 1 an, le garçon, il peut pas envoyer plus de 400 euros à la famille par mois, et il ne peut pas, lui, dépenser plus de 400 euros par mois aussi, ou 600 euros, je ne sais pas. Et ils ont 1 an pour leur apprendre la valeur des choses en Europe, et un peu les éduquer sur le plan financier. Et donc je pense que c'est un point clé. Après, il y a nous les Européens, on ne se rend pas compte du déracinement qui subissent ces gamins-là. C'est un choc complet de culture, même s'ils ont envie de réussir, même s'ils ont ils veulent aider la famille, tout ça. Mais je veux dire, la réalité, moi je vais vous faire rigoler, je suis parti à 50 ans en Italie, sans ma famille. Et c'est l'Italie. Je suis de la France, c'est nos cousins, c'est la même presque culture, par la langue. Comme ça se passait pas bien au niveau du boulot, je me suis senti hyper seul. Et j'ai 50 ans. Et je me disais, mais comment, Julien, toi, tu as une espèce de mal-être. Maintenant que, puisque sur le plan professionnel, ça se passe pas bien, tu veux rentrer en France parce que...
Mais un gamin qui vient d'Afrique ou du Brésil ou d'Argentine, qui a 18 ans, qui ne parle pas la langue, où la culture n'est pas du tout la même, en fait, ça m'a fait aussi réaliser que parfois, nous, les Européens, on est un peu sur notre nuage. Donc, pour moi, l'accueil d'un joueur étranger, au sens que ce soit, encore une fois, Amérique du Sud, ou un Asiatique, ou un Africain, il ne faut pas faire de la masse, ça ne sert à rien. Et il faut avoir un vrai accompagnement. Tu parles de ton passage à Parme, mais c'est très intéressant parce que je vais y venir sur une question qui est la question juste avant de passer à la séquence La Sauce, où j'ai une petite surprise pour toi. J'ai une vidéo surprise qui va te faire rire. Est-ce que tu as déjà été dégoûté par le milieu du foot? Non, jamais. Non. T'as jamais pensé jusqu'au point d'arrêter ou Non, moi j'ai été, après Nice d'ailleurs, j'ai commis l'erreur d'aller à Parme alors que j'étais usé mentalement. Et que je considère que moi je fais ce métier par passion et que quand j'ai mis le doigt, je vais mettre le bras, le corps entier. Et j'aurais pas dû aller à Parme parce que j'étais, après 12 années à Nice, j'étais fatigué, j'aurais dû faire une coupure. Mais non, moi c'est un milieu que j'adore. Après il y a des gens bien, il y a des gens pas bien, il y a de tout. Mais non, jamais. Ce milieu du football ne t'a pas broyé? Pas du tout. Ok. Non. C'est toi qui l'as broyé. Non, j'ai broyé personne. Mais non. Mais moi, j'adore ça. J'adore ça. Et encore une fois, il y a un tri à faire, mais comme dans la vie de tous les jours. Mais j'ai rencontré des gens fantastiques. Mais je pense que tu pourrais être quelqu'un de très intéressant pour un jeune qui souhaite apprendre le milieu du foot. Ça peut être hyper intéressant de travailler à tes côtés. Je pense que vraiment, sincèrement, ça peut être vraiment. En plus, j'ai toujours aimé donner, accompagner les jeunes, notamment les entraîneurs. Un Didier Digard, je me suis régalé à essayer de l'aider. Aujourd'hui, je le fais aussi avec Dante, qui va être entraîneur. Et retenez le nom, je sais qu'en Belgique, vous le connaissez bien, mais Dante sera un très bon entraîneur. Et je conseille tous les clubs belges de vite le regarder parce que c'est... Donc j'aime bien m'occuper des plus jeunes et leur donner leur chance, quoi. Oui, c'est vrai. Puis tu suis également les jeunes directeurs sportifs. On parlait tout à l'heure en coulisses des directeurs sportifs de 26, 27 ans. Tu sais d'où ils viennent, tu sais quels sont leurs clubs. Tu regardes un peu les nouvelles manières de travailler les jeunes dans le métier, quoi. C'est ta manière de faire la mise à jour. Mise à jour, et puis moi je pars du principe que le jour où je vais arrêter de faire ça, c'est que je me projetterai plus dans le foot et que moi je suis loin d'être le meilleur et que je m'attribue peut-être une petite qualité, j'aime bien faire l'éponge. C'est-à-dire que s'il y a une bonne idée ailleurs, j'adore aller la pomper, parce que c'est comme ça qu'on fait. Pas la voler, mais m'inspirer des gens. Je suis inspiré de Pape, on a cité Minot, mais quand on a construit la cellule recrutement à Nice, moi je suis allé étudier avec mes équipes pendant 3 jours à Parme, à Porto, à Benfica, et parce que c'était les meilleurs. Donc je pense que voilà, il faut être curieux. Allez, je ne t'ai pas menti, chose promise, chose due, c'est parti pour la dernière séquence de l'émission, c'est la séquence La Sauce, tout de suite. Et donc une petite surprise avec une petite vidéo à voir. Non, franchement, il n'y a pas de stress. Tu regardes la vidéo et on en parle juste après. Voilà. Salut Julien, j'espère que tu passes un bon moment, et ça j'en doute pas, avec mon ami Sacha. Alors, avec une carrière très très riche comme la tienne, il y a tellement de sujets à aborder. Moi j'ai choisi de savoir ce que ce milieu du football t'a apporté, qu'est-ce que tu as appris dans ce milieu sur notamment la nature humaine, ce que tu as appris, puis bien sûr c'est une deuxième question mais qui est liée, c'est qu'est-ce que ça t'a coûté aussi d'œuvrer dans ce milieu pas forcément facile du ballon rond. Voilà. Bon courage, tout m'intéresse. À bientôt. Ah, Manu. Donc il s'agit évidemment de Manu Pires qui était notre invité en fait, qui était venu de Rabat pour nous expliquer à quel point le football marocain est en plein développement et qui aussi nous parlait évidemment de la formation des jeunes pépites, etc., des jeunes joueurs. En tout cas, il était revenu également sur le terme pépite dans cette émission il y a de cela quelques semaines. T'as bien compris la question, Julien? Oui, qu'est-ce que j'ai appris du milieu du foot sur le plan humain? Mais ça rejoint un peu la question que tu m'as posée juste avant.
Oui, c'est un milieu qui est difficile. C'est un milieu où tu es toujours sur le qui-vive. Mais, et je maintiens, c'est un milieu où il y a tout. On montre souvent le mauvais côté des choses, mais y compris chez les agents. Moi, j'ai pas des amis, mais des gens, j'ai fait des superbes rencontres chez les agents. Donc voilà, moi, je ne suis pas... c'est un milieu dur. C'est un milieu, je répète, où il faut être sur le qui-vive. C'est un milieu où il y a finalement... on va parler à la fois de football, mais aussi d'économie, voire même de politique, de stratégie. Donc c'est un milieu qui est extrêmement riche. Mais... Et donc, je vais tourner la question autrement. La qualité humaine la plus importante pour réussir dans le monde du football, c'est ? La loyauté. Ouais, la loyauté. Après, mais c'est pour ça qu'on est... bien sûr que j'ai connu des déceptions aussi. C'est une évidence. Elles ont même été publiques. Mais c'est la vie qui est comme ça. C'est pas le milieu du foot qui est comme ça. C'est la vie en général. Donc non, moi je suis très positif. Eh ben, on va rester sur cette positivité. Merci beaucoup, Julien. Sacha, c'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. C'était un très, très, très bon moment. Merci à vous de nous avoir suivis dans En Off. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. N'hésitez pas, les commentaires, c'est hyper important. Le petit like, abonnez-vous aussi à la chaîne. On arrive avec encore de nouveaux invités pour continuer à construire ensemble, vous et moi, le beau puzzle de ce marché du football. C'est super intéressant. Et puis, comme d'habitude, évidemment, un grand merci à notre soutien qui est Unibet Experts. Ciao, ciao, prenez soin de vous.